Bonjour. Bon, le contexte autour de l'Ukraine reste toujours tendu. Vladimir Poutine parle d'un cessez-le-feu, mais bon, les conditions posées sont jugées inacceptables par Kiev, par Washington aussi, ce qui laisse penser que le conflit pourrait encore durer. Oui, c'est clair que ça bloque pour l'instant. Et pendant ce temps, il y a une proposition qui circule au Sénat américain. Une sanction économique assez costaud contre la Russie, portée par les sénateurs Blumenthal et Graham. Ah oui. Oui. On s'appuie ici sur une analyse vue sur le spectacle militaire sur YouTube pour y voir plus clair. L'idée, c'est de comprendre un peu cette mesure, comment ça marcherait, quel impact et les problèmes potentiels aussi. D'accord. Bon, alors, regardons ça de plus près. Donc, cette proposition au Sénat, elle viserait à imposer des tarifs douaniers énormes, 500%, aux pays qui importent des produits russes. 500%, c'est énorme. Oui, et ça cible surtout l'énergie russe. Pétrole, gaz. Même l'uranium apparemment. Et ce qui est frappant, c'est le soutien bipartisan annoncé. Plus de 80 sénateurs seraient prêts à voter ça si les discussions sur le cessez-le-feu traînent trop. D'accord. Le mécanisme ici, c'est ce qu'on appelle les sanctions secondaires. Ouais. C'est pas tout à fait comme les sanctions directes qui visent, disons, une entreprise russe ou une personne. Ah oui, Là, non, on cible les pays tiers, ceux qui font du commerce avec la Russie, en fait. d'accord. Mais pourquoi cette approche indirecte? C'est parce que les sanctions directes, elles n'ont pas suffi? C'est une des raisons qui ressort des sources, oui. La Russie semble avoir trouvé des moyens de contourner pas mal de sanctions. On parle beaucoup de cette flotte fantôme, vous voyez, des vieux pétroliers, pas toujours clairs sur les pavillons, les assurances. Ah oui, pour continuer à exporter? Voilà. Donc les sanctions secondaires, l'idée c'est de rendre ça très très cher pour les clients de la Russie de continuer à acheter. On les menace sur leurs propres exportations vers les États-Unis. C'est un levier, quoi. Oui, un levier puissant, surtout si on pense aux partenaires commerciaux. La Chine, par exemple, c'est devenu le plus gros client pour le pétrole russe, non? Exactement. Comment ils réagiraient à Pékin? Ça devient vraiment crucial. Oui, c'est tout le nœud du problème pour eux. Soit ils absorbent ces tarifs gigantesques sur ce qu'ils vendent aux USA, ça paraît compliqué, soit ils doivent chercher leur énergie ailleurs. D'accord. Et ça, évidemment, ça mettrait une pression énorme sur les finances russes. Les analyses qu'on a vues, elles estiment les revenus fédéraux russes pour 2024 à peu près 397 milliards de dollars. Quand même. Et sur ce total, il y aurait encore 120 milliards, donc presque un tiers, qui viendraient du pétrole et du gaz. Donc frapper les revenus en passant par les clients, ça touche une artère vitale. Peut-être plus efficacement que ce qu'on a fait jusqu'ici. Mais la Russie, bon, elle a souvent su s'adapter, non? On l'a vu. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui garantirait que ça marche, cette fois? La garantie, elle n'existe pas vraiment. Mais l'ampleur du tarif, 500% quand même, et le fait de viser les acheteurs, ça complique l'adaptation. Cela dit, il y a des critiques. Une analyse de Responsible Statecraft, par exemple, soulève des points. Ah oui? Comme quoi? Que faire des alliés des États-Unis? Certains pays de l'UE, l'Inde, ils importent encore des ressources russes, même si c'est moins qu'avant. On leur met 500% de taxes aussi. Oui, c'est délicat. Et puis, il y a la cohérence, non? Les États-Unis eux-mêmes, ils importent de l'uranium enrichi russe. Si on accorde des exceptions, ça fait un peu hypocrite peut-être. Ah oui, tout à fait. Responsible Statecraft pointe ce risque-là. Un tarif aussi fou, ça ressemble presque à un embargo commercial. Et ça peut déstabiliser l'économie mondiale, y compris l'économie américaine d'ailleurs. Un retour de flamme, quoi. Exactement. Et puis, pénaliser certains alliés, en exempter d'autres, bonjour les tensions diplomatiques. La Chine, elle se préverait pas de dénoncer le deux poids deux mesures. Et politiquement aux États-Unis, comment ça bouge? Parce que les sources indiquent une certaine hésitation, non? Du côté de l'administration Trump, alors qu'ils avaient déjà menacé avec ça. Oui, c'est un peu flou en ce moment. Peut-être qu'ils attendent de voir ce fameux mémorandum de paix promis par la Russie. On ne sait pas trop. Pendant que Zelensky, lui, il voit surtout une tactique de Poutine pour gagner du temps dans ses propositions de cessez-le-feu. Oui, et il faut voir ça aussi dans le contexte plus large des actions européennes. L'UE, elle n'est pas inactive non plus. Ils préparent leur 17e, 18e paquet de sanctions. Et ça vise justement la flotte fantôme, mais aussi des entreprises, des individus qui soutiennent l'effort de guerre russe. Voire même des actions de guerre hybrides. Donc les choses s'accumulent un peu de tous les côtés. D'accord. Donc en gros, pour résumer, on a cet outil économique potentiellement très puissant sur la table aux États-Unis, avec un soutien assez fort au Congrès, semble-t-il. Mais son application réelle, ça va dépendre de la volonté politique de l'exécutif. Et ça se heurte à des risques économiques et diplomatiques qui sont quand même considérables. Pour les alliés, pour l'économie mondiale,
C'est pas simple. Tout ça nous amène peut-être à nous demander si une mesure aussi radicale, ces tarifs de 500%, était vraiment appliquée. Au-delà de l'impact direct sur la Russie et ses clients, qu'est-ce que ça pourrait déclencher comme réaction en chaîne, comme conséquence imprévue dans notre économie mondiale si interconnectée? Bonne question. Voilà une piste de réflexion peut-être pour conclure notre discussion d'aujourd'hui.